Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux téléspectateurs les plus fous de nous rejoindre sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. Merci aux fidèles de l'émission, aux passionnés des mots, aux amoureux de la littérature et des textes et à tous ceux qui n'arrivent pas à dormir ou qui suivent cette émission tout simplement parce qu'ils l'aiment autant que nous. Alors on va essayer de vous faire partager un moment de lecture agréable. En ce moment, on est en train de lire un roman de Stendhal qui s'intitule Armance. Et Armance, c'est le nom d'une jeune fille, vous allez voir, c'est la cousine d'Octave, oui, parce que le héros s'appelle Octave, c'est un jeune homme de 20 ans et Octave et Armance sont cousins. Et Octave et Armance vont tomber amoureux, mais Octave et Armance ne vont pas s'en rendre compte, évidemment. Et c'est là toute la subtilité de Stendhal et sa façon d'amener et de raconter une histoire finalement aussi de façon aussi subtile. Vous allez voir que c'est là que réside la force d'écriture de Stendhal. Au moment de notre lecture, nous sommes au chapitre 11, on a quand même bien avancé et toujours pareil, Armance accepte de reparler un petit peu à son cousin parce qu'ils se sont fâchés. Et Octave essaie de travailler un peu plus sur sa conduite parce qu'il a beaucoup de mal à se comporter en société. Mais il observe beaucoup. Octave, c'est quelqu'un qui observe et qui comprend très bien les choses. C'est un garçon intelligent. Et tout simplement, pour éviter de parler trop et de me plonger plus vite dans la lecture, je vous invite à aller voir les replays tout simplement que vous trouvez un peu partout sur Internet. Et le plus simple, évidemment, c'est de les trouver sur le site Internet de l'émission D8, Voyage au bout de la nuit. Vous allez tomber sur un site avec plein de petites cases, de petites fiches avec les lectrices, les lecteurs. Vous regardez, vous cherchez le début de Armance ou alors vous passez carrément à un autre bouquin si ça ne vous plaît pas. Et vous pouvez comme ça avoir des lectures à la carte, ça peut bercer. Parfois on me dit qu'on s'en sert pour endormir les enfants, voilà. C'est ce qu'on nous a dit une fois. Écoutez, je ne vais pas vous en dire trop, on reprend tout de suite le chapitre 11 et c'est Armance de Stendhal. Très bon voyage à vous sur D8, merci. À la campagne, à minuit, quand tout le monde quitte le salon, Madame d'Aumale, remarquait-elle, en traversant le vestibule, un temps doux et un clair de lune agréable, elle prenait le bras du jeune homme qui, ce soir-là, lui semblait le plus amusant, et allait courir dans les bras. Un saut se proposait-il pour la suivre dans sa promenade, elle le prierait sans façon de se diriger d'un autre côté. Mais le lendemain, pour peu que son promeneur de la veille l'eût ennuyé, elle ne lui reparlait pas. Il faut convenir qu'en présence d'un esprit aussi vif au service d'une aussi mauvaise tête, il était fort difficile de ne pas paraître un peu terne. C'est ce qui fit la fortune d'Octave. La partie amusante de son caractère était parfaitement invisible aux gens qui, avant que d'agir, songent toujours à un modèle à suivre et aux convenances. En revanche, personne ne devait être plus sensible que la plus jolie femme de Paris, toujours courant, après quelques idées nouvelles qui put lui faire passer la soirée d'une manière piquante. Octave suivait partout Madame d'Aumale, et par exemple au théâtre italien. Pendant les 2 ou 3 dernières représentations de Madame Pasta, où la mode avait amené tout Paris, il se donna la peine de parler très haut à la jeune comtesse, et de façon à troubler entièrement le spectacle. Madame d'Aumale, amusée par ce qu'il lui disait, fut ravie de l'air simple avec lequel il était impertinent. Rien ne semblait de plus mauvais goût à Octave, mais il commençait à ne se point mal tirer des sottises. La double attention qu'en se permettant une chose ridicule, il donnait malgré lui à l'impertinence qu'il faisait à la démarche sage dont elle prenait sa place, mettait dans ses yeux un certain feu qui amusait Madame d'Aumale. Octave trouvait plaisant de faire répéter partout qu'il était amoureux fou de la comtesse et de ne jamais rien dire à cette jeune et charmante femme avec laquelle il passait sa vie, qui ressembla le moins du monde à de l'amour. Madame de Malivert, étonnée de la conduite de son fils, alla quelquefois dans les salons où il se trouvait à la suite de Madame d'Aumale. Un soir, en sortant de chez Madame de Bonnivet, elle la pria de lui céder Armance pour la journée du lendemain.
J'ai beaucoup de papiers à mettre en ordre. Il me faut les yeux de mon Armance. » Le lendemain, dès 11 heures du matin, avant le déjeuner, ainsi qu'on en était convenu, la voiture de Madame de Malivert vint chercher Armance. Ces dames déjeunèrent seules. Quand la femme de chambre de Madame de Malivert les quitta, « Souvenez-vous, dit sa maîtresse, que je n'y suis pour personne, pas plus pour Octave que pour Monsieur de Malivert. » Elle poussa la précaution jusqu'à fermer elle-même le verrou de son antichambre. Quand elle fut bien établie dans sa bergère, et Armance assise devant elle sur sa petite chaise, « Ma petite, lui dit-elle, je vais te parler d'une chose à laquelle je suis décidée depuis longtemps, mais par malheur, mon désir, le mieux arrêté, ne suffit pas pour mener à bien cette chose qui ferait le bonheur de ma vie. Tu n'as que 100 louis de rente. Voilà tout ce que mes ennemis pourront dire contre le désir passionné que j'ai de te faire épouser mon fils. » En disant ces mots, Madame de Malivert se jeta dans les bras d'Armance. Ce moment fut le plus beau de la vie de cette pauvre fille. De douces larmes inondaient son visage. « Ma chère maman, dit Armance longtemps après et lorsqu'on eut repris un peu la faculté de parler raison. Octave ne m'a jamais dit qu'il ne me fût attaché, comme s'il me semble qu'un mari doit l'être à sa femme. S'il ne fallait pas me lever pour te conduire devant un miroir, répondit Madame de Malivert, je te ferai voir tes yeux brillants de bonheur en ce moment, et je te prierai de me redire que tu n'es pas sûre du cœur d'Octave. J'en suis sûre, moi qui ne suis que sa mère. Au reste, je ne me fais point d'illusions sur les défauts que peut avoir mon fils, et je ne veux pas que de ta réponse avant 8 grands jours. Je ne sais si c'est au sang slave qui circulait dans ses veines, ou à ces malheurs si précoces qu'Armance devait la faculté d'apercevoir d'un coup d'œil tout ce qu'un changement soudain dans la vie renfermait de conséquences, et que cette nouvelle position des choses vint décider de son sort ou de celui d'un indifférent, en elle voyait les suites avec la même netteté. Cette force de caractère ou d'esprit lui valait à la fois les confidences de tous les jours et les réprimandes de Madame de Bonnivet. La marquise la consultait volontiers sur ses projets les plus intimes. Et dans d'autres moments, avec cet esprit-là, lui disait-elle, une jeune fille n'est jamais bien. Après le premier moment de bonheur et de profonde reconnaissance, Armance pensa qu'elle ne devait rien dire à Madame de Malivert, de la fausse confidence qu'elle avait faite à Octave relativement à un prétendu mariage. Madame de Malivert n'a pas consulté son fils, pensa-t-elle, ou bien il lui a caché l'obstacle qui s'oppose à ce projet. Cette seconde possibilité jeta beaucoup de sombre dans l'âme d'Armance. Elle voulait croire qu'Octave n'avait pas d'amour pour elle. Chaque jour, elle avait besoin de cette certitude pour justifier à ses propres yeux bien des prévenances que se permettait sa tendre amitié. Et cependant, cette preuve terrible de l'indifférence de son cousin, qui lui arrivait tout à coup accablait son cœur d'un poids énorme, et lui ôtait jusqu'à la force de parler. Par combien de sacrifices Armance n'eût-elle pas acheté à cet instant le pouvoir de pleurer en liberté? Si ma cousine surprend une larme dans mes yeux, se disait-elle, quelle conséquence décisive ne se croira-t-elle pas en un endroit d'en tirer? Qui sait même si dans son empressement pour ce mariage, elle ne citera pas mes larmes à son fils comme une preuve que je réponds à sa prétendue tendresse. Madame de Malivert ne fut point étonnée de l'air de rêverie profonde qui s'empara d'Armance à la fin de cette journée. Ces dames retournèrent ensemble à l'hôtel de Bonnivet, et quoiqu'Armance n'eût pas vu son cousin de toute la journée, même sa présence, quand elle l'aperçut dans le salon, elle ne put l'arracher à sa noire tristesse. À peine lui répondait-elle, elle n'en avait pas la force. Sa préoccupation parut évidente à Octave, non moins que son indifférence pour lui. Il lui dit tristement, « Aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de songer que je suis votre amie. » Pour toute réponse, Armance le regarda fixement et ses yeux prirent, sans qu'elle y songeât, cette expression sérieuse et profonde qui lui valait de si belle morale de la part de sa tante. Ce mot d'Octave lui perçait le cœur. Il ignorait donc la démarche de sa mère, ou plutôt n'y prenait aucun intérêt et ne voulait qu'être un ami. Elle payait cher maintenant ces suppositions dangereuses. La profonde douleur d'Armance ne diminua point les jours suivants.
Elle ne pouvait s'abandonner un instant à la rêverie sans arriver au plus parfait dégoût de toute chose, et elle avait le malheur de sentir vivement son état. Les obstacles étrangers à un mariage auquel, dans toutes les suppositions, elle n'eût jamais consenti, semblaient s'aplanir. Mais le cœur seul d'Octave n'était point pour elle. Madame de Malivert, après avoir vu naître la passion de son fils pour Armance, avait été alarmée de ses assiduités auprès de la brillante comtesse d'Aumale. Mais il lui avait suffi de les voir ensemble pour deviner que cette relation était un devoir que la bizarrerie de son fils s'était imposé. Madame de Malivert savait bien que si elle l'interrogeait à cet égard, il lui répondrait par la vérité, mais elle s'était soigneusement abstenue des questions, même les plus indirectes. Ses droits ne lui semblaient pas aller jusque-là. Par égard pour ce qu'elle croyait devoir à la dignité de son sexe, elle avait voulu parler de ce mariage à Armance avant de s'en ouvrir avec son fils, de la passion duquel elle était sûre. Après avoir fait part de son projet à mademoiselle de Zoïlov, madame de Malivert s'arrangea pour se trouver des heures entières dans le salon de madame de Bonnivet. Elle crut voir qu'il se passait quelque chose d'étrange entre Armance et son fils. Armance était évidemment fort malheureuse. Serait-il possible, se dit madame de Malivert, qu'Octave, qui l'adore et la voit sans cesse, ne lui eût jamais dit qu'il l'aime? Le jour où mademoiselle de Zoïlov devait donner sa réponse était arrivé. Le matin de bonne heure, madame de Malivert lui envoya sa voiture et un petit billet par lequel elle la priait de venir passer 1 heure avec elle. Armance arriva avec la physionomie qu'on a après une longue maladie. Elle n'eut pas la force de venir à pied. Dès qu'elle fut seule avec madame de Malivert, elle lui dit avec une douceur parfaite, au fond de laquelle elle entrevoyait cette fermeté que donnent tous les espoirs, « Mon cousin a de l'originalité dans le caractère. Son bonheur exige, et peut-être le mien, ajouta-t-elle en rougissant beaucoup. Que jamais mon adorable maman ne lui parle d'un projet que lui inspirait son extrême prévention en ma faveur. » Madame de Malivert affecta d'accorder avec beaucoup de peine son consentement à ce qu'on lui demandait. « Je puis mourir plutôt que je ne le pense, disait Armance, et alors mon fils n'obtiendra pas la seule femme au monde qui puisse adoucir le malheur de son caractère. Je suis sûre que c'est la raison d'argent qui te décide, disait-elle en d'autres moments. Octave, qui a sans cesse quelques confidences à te faire, n'a pas été dupe au point de ne pas t'avouer ce dont je suis sûre. C'est qu'il t'aime, avec toute la passion dont il est capable. Et c'est beaucoup dire, mon enfant, si certains moments d'exaltation, qui deviennent plus rares tous les ans, peuvent donner lieu à quelques objections contre le caractère du mari que je t'offre. Tu auras la douceur d'être aimé, comme peu de femmes le sont aujourd'hui. Dans les temps orageux qui peuvent survenir, la fermeté de caractère chez un homme sera une grande probabilité de bonheur pour sa famille. Tu sais toi-même, mon Armance, que les obstacles extérieurs qui écrasent les hommes vulgaires ne sont rien pour Octave. Si mon âme est paisible, le monde entier ligué contre lui ne lui donnerait pas un quart d'heure de tristesse. Or, je suis certaine que la paix de son âme dépend de son consentement. Juge toi-même de l'ardeur avec laquelle je dois le solliciter. De toi dépend le bonheur de mon fils. Depuis 4 ans, je pense jour et nuit aux moyens de l'assurer. Je n'avais pu le découvrir, enfin il t'a aimé. Quant à moi, je serai la victime de ta délicatesse excessive. Tu ne veux pas encourir le blâme d'épouser un mari beaucoup plus riche que moi ? Et je mourrai avec les plus grandes inquiétudes sur l'avenir d'Octave, et sans avoir vu mon fils uni à la femme que de ma vie j'ai le plus estimée. Ces assurances de l'amour d'Octave étaient déchirantes pour Armance. Madame de Malivert remarquait dans les réponses de sa jeune parente un fond d'irritation et de fierté blessée. Le soir, chez madame de Bonnivet, elle observa que la présence de son fils n'ôtait point à mademoiselle de Zoïlov cette sorte de malheur qui vient de la crainte de n'avoir pas assez d'orgueil envers ceux qu'on aime, et d'avoir peut-être ainsi perdu son estime. Est-ce une fille pauvre et sans famille, se disait Armance, qui doit tomber dans ces sortes d'oubli. Madame de Malivert, elle-même, était fort inquiète. Après bien des nuits passées sans sommeil, elle s'arrêta enfin à l'idée singulière, mais probable, à cause de l'étrange caractère de son fils. Que réellement. Ainsi qu'Armance l'avait dit, il ne lui avait point parlé de son amour. Est-il possible, pensait madame de Malivert, qu'Octave soit timide à ce point? Il aime sa cousine. Elle est la seule personne au monde qui puisse lui garantir des accès de mélancolie qui m'ont fait trembler pour lui. Après y avoir bien réfléchi,
Elle prit son parti un jour. Elle dit à Armance d'un ton assez indifférent: « Je ne sais pas ce que tu as fait à mon fils afin de le décourager, mais tout en m'avouant qu'il a pour toi l'attachement le plus profond, l'estime la plus parfaite, et qu'obtenir ta main serait à ses yeux le premier des biens, elle ajoute que tu opposes un obstacle invincible à ses vœux les plus chers, et que, contrairement, il ne voudrait pas te devoir aux persécutions que nous te ferions subir en ta faveur. » Chapitre suivant. Petite pause. Chapitre 13. L'extrême bonheur qui se peignit dans les yeux d'Armance consola Madame de Malivert, qui sentait bien quelques remords de mêler un petit mensonge à une négociation aussi grave. Après tout, disait-elle, quel mal peut-il y avoir de hâter le mariage de deux enfants charmants, mais un peu fiers, et qui ont l'un pour l'autre une passion telle qu'on en voit si rarement dans le monde. Conserver la raison de mon fils, n'est-ce pas mon premier devoir ? Le singulier parti auquel venait de se résoudre Madame de Malivert avait délivré Armance de la plus profonde douleur qu'elle eût éprouvée de sa vie. Un peu auparavant, elle désirait la mort, et ce mot qu'on supposait prononcé par Octave la plaçait au comble de la félicité. Elle était bien résolue à ne jamais accepter la main de son cousin, mais ce mot charmant lui permettait de nouveau l'espoir de bien des années de bonheur. « Je pourrais l'aimer en secret, » disait-elle, « pendant les 6 années qui s'écouleront avant son mariage, et je serai aussi heureuse et peut-être bien plus que si j'étais sa compagne. Ne dit-on pas que le mariage est le tombeau de l'amour, qu'il peut y avoir des mariages agréables, mais qu'il n'y en a aucun de délicieux ? Je tremblerais d'épouser mon cousin, si je ne le voyais pas plus heureux des hommes. Je serais moi-même au comble du désespoir. Vivant au contraire dans notre pure et sainte amitié, aucun des petits intérêts de la vie ne pourra jamais atteindre à la hauteur de nos sentiments et venir les flétrir. » Armance pesa avec tout le calme du bonheur les raisons qu'elle s'était données autrefois pour ne jamais accepter la main d'Octave. « Je passerai dans le monde pour une dame de compagnie qui a séduit le fils de la maison. J'entends ici ce que dirait Madame la Duchesse d'Ancre, et même les femmes les plus respectables. Par exemple, la marquise de Cessin, qui voit dans Octave un époux pour l'une de ses filles. La perte de ma réputation serait d'autant plus rapide que j'ai vécu dans l'intimité de plusieurs des femmes les plus accréditées de Paris. Elles peuvent tout dire sur mon compte, elles seront écoutées. Ciel, dans quel abîme de honte elles peuvent me précipiter. Et Octave pourrait un jour m'ôter son estime, car je n'ai aucun moyen de défense. Où est le salon où je pourrais élever ma voix ? Où sont mes amis ? Et d'ailleurs, après la bassesse évidente d'une telle action, quelle justification serait possible ? Quand j'aurai une famille, un frère, un père, croirait-il que jamais, que si Octave était à ma place et moi fort riche, je lui serais aussi dévouée que je le suis en ce moment. Armance avait une raison pour sentir vraiment le genre d'indélicatesse qui a rapport à l'argent. Fort peu de jours auparavant, Octave lui avait dit à propos d'une certaine majorité qui fit du bruit: « J'espère, quand j'aurai pris ma place dans la vie active, ne pas me laisser acheter comme ces messieurs. Je ne puis vivre avec 5 francs par jour, et sous un nom supposé, il m'est possible en tout pays de gagner le double de cette somme, en qualité de chimiste attaché à quelque manufacture. » Armance était si heureuse qu'elle ne se refusa l'examen d'aucune objection. Quelle périlleuse qu'elle fut la discussion. Si Octave me préférait à la fortune et à l'appui qu'il peut atteindre de la famille d'une épouse, son égal pour le rang, nous pourrions aller vivre dans la solitude. Pourquoi ne pas passer 10 mois de l'année dans cette jolie terre de Malivert, en Dauphiné, dont il me parle souvent ? Le monde nous oublierait bien vite. Oui, mais moi, je n'oublierai pas qu'il est au lieu sur la terre où je suis méprisée, et méprisée par les âmes les plus nobles. Voir l'amour s'éteindre dans le cœur d'un époux qu'on adore est le plus grand de tous les malheurs pour un jeune homme. Même quand il continuerait à me chérir, se dit-elle, chaque jour serait empoisonné par la crainte qu'Octave ne vînt à penser que je l'ai préféré à cause de la différence de nos fortunes. Cette idée ne se présentera pas à lui, je veux le croire. Des lettres anonymes comme celles qu'on adresse à Madame de Bonnivet viendront la mettre sous ses yeux. Je tremblerai à chaque paquet qu'il recevra par la poste, non.
Quoi qu'il puisse arriver, il ne faut jamais accepter la main d'Octave, et le parti commandé par l'honneur est aussi le plus sûr pour notre bonheur. Le lendemain, du jour qui fut si heureux pour Armance, mesdames de Malivert et de Bonnivet allèrent s'établir dans le joli château que la marquise avait près d'Andilly. Les médecins de madame de Malivert lui avaient recommandé des promenades à cheval et au pas. Et dès le lendemain de son arrivée, elle voulut essayer 2 charmants petits poneys qu'elle avait fait venir d'Écosse pour Armance et pour elle. Octave accompagna ces dames dans leur première promenade. On avait à peine fait un quart de lieue qu'il crut remarquer un peu plus de réserve dans les manières de sa cousine à son égard. Et surtout une disposition marquée à la gaieté. Cette découverte lui donna beaucoup à penser, et ce qu'il observa pendant le reste de la promenade le confirma dans ses soupçons. Armance n'était plus la même pour lui. Il était clair qu'elle allait se marier. Elle allait perdre le seul ami qu'il eût au monde. En aidant Armance à descendre de son cheval, il trouva l'occasion de lui dire, sans être entendu, de madame de Malivert bien sûr, « Je crains bien que ma jolie cousine ne change bientôt de nom. Cet événement va m'enlever la seule personne au monde qui voulut bien m'accorder quelque amitié. » La bonté, l'air d'intimité en quelque sorte qu'Armance eut avec lui pendant la promenade du lendemain, achevèrent de lui ôter toute tranquillité. « Je vois, disait-elle, un changement. Elle était fort agitée. Il y a quelques jours, elle est maintenant fort heureuse. J'ignore la cause de ce changement, mais à ce moment-là, Octave se dit qu'il ne s'agissait que de lui. Qui eut jamais la sottise de choisir pour amie intime une jeune fille de 18 ans? Elle se marie et tout est fini. C'est mon exécrable orgueil qui fait que je mourrais plutôt 1000 fois que d'oser dire à un homme ce que je confie à mademoiselle de Zoïloff. Le travail pourrait être une ressource, mais n'ai-je pas abandonné toute occupation raisonnable? À vrai dire, depuis 6 mois, tâcher de me rendre aimable aux yeux d'un homme, n'est-ce pas mon seul travail? Il cherchait des habitudes nouvelles pour occuper le vide que laissait dans sa vie cette charmante cousine. Pour dissiper les sombres pensées de ce cousin trop chéri, Armance se permettait avec lui des petites plaisanteries, de l'amitié la plus tendre. Il y avait tant de grâce et de gaieté naïve dans les assurances d'éternelles amitiés de cette jeune fille si naturelle, dans toutes ses actions, que souvent la noire misanthropie d'Octave en était désarmée. Qu'il est douce, disait-il, de faire son devoir. Si j'étais l'épouse d'Octave, moi, fille pauvre et sans famille, serais-je aussi contente? 1000 soupçons cruels m'assiégeaient sans cesse, mais après ces moments où elle était si satisfaite d'elle-même et des autres, Armance finissait par traiter Octave mieux qu'elle n'aurait voulu. Elle veillait bien sur ses paroles, et jamais ses paroles n'exprimaient autre chose que l'amitié la plus sainte. Mais le ton dont certains mots étaient dits, les regards qui quelquefois les accompagnaient, tout autre qu'Octave eût su y voir l'expression de la passion la plus vive, il en jouissait sans les comprendre. Aussitôt qu'il s'accordait la permission de songer à sa cousine, sa pensée ne s'arrêtait plus, avec passion sur rien autre au monde. Prenant souvent la parole sans savoir comment il finirait sa phrase, Octave parlait beaucoup mieux. Et c'est la fin de ce chapitre, et ça tombe très très bien parce que c'est la fin de cette émission, et nous continuerons la lecture d'Armance avec un prochain lecteur ou une prochaine lectrice. Voilà, je passe le flambeau et on se dit à très bientôt sur Voyage au bout de la nuit pour un nouveau roman. Allez, n'oubliez pas, #VBN pour les réseaux sociaux. Merci, salut.